On retrouve nos chers amis pour la suite de votre émission Regard croisé. Vous êtes sur New World Info. On parlait de la disparition du roi Pelé. Le roi Pelé qui a marqué véritablement l'histoire de ce football. Doyen, on vous retrouve, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le roi Pelé, il n'est pas que sportif. Pelé a fait également la politique. Les gens... quelques personnes le critiquent également. On dit qu'il a apporté son soutien aux dictatures là-bas au Brésil. Sur le plan politique, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce roi suprême? Vous savez, quand en tout cas, vous dites empereur. Quand vous êtes un empereur comme Pelé, bientôt aussi, on aura encore d'autres empereurs du football. À l'image de... Bon, je ne vais pas donner les noms, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont encore l'espoir devant eux, et on verra bien leur évolution. Le nécessaire, c'est de ne pas se décourager quand on perd une Coupe du Monde. Ce n'est pas la fin du monde, justement. Il suffit juste de bien travailler pour les prochaines fois et s'accrocher. Et pourquoi pas marquer plus de buts en Coupe du Monde et surtout aller à la finale. Alors, quand vous êtes un footballeur de renom ou un artiste ou une personne pas trop ordinaire, les politiques vous font la cour. Et des fois, il y en a qui vous menacent aussi. Parce qu'on veut que vous soyez clair. On veut que vous apportiez soit votre soutien ou que vous manifestiez que vous n'êtes pas avec eux. C'est ça le problème. Quand on est une personnalité de football, dans n'importe quel pays, vous avez vu ce qui s'est passé avec Eto'o au Cameroun, vous avez vu Didier Drogba en Côte d'Ivoire, Emmanuel Adebayor Acheyi au Togo, et ainsi de suite. Et bon, il y a des footballeurs même qui sont devenus présidents de la République, pourquoi pas George Weah au Libéria. Et donc, Pelé était obligé de faire la politique, sinon la politique allait faire Pelé. Et donc, il était obligé de prendre position. Il a pris position, Moi, j'ai salué le fait qu'un technicien se retrouve au département de sport, par exemple. Ministre des Sports, il sait ce que c'est. Vous voyez, c'est comme un pays comme le Libéria n'a pas droit à l'échec de son équipe de football parce que le numéro 1 du Libéria, c'est un ancien joueur, un très bon joueur d'ailleurs, quand il était à Lomé. Bon, ça nous a rappelé les souvenirs quand il était venu en tant que joueur. Alors aujourd'hui, il faut comprendre que Pelé, en son temps, a été sollicité par le gouvernement en place pour être à la tête du département des sports. Et il a fait son travail. La preuve, Pelé a initié des réformes qui continuent par donner des fruits aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait du Brésil comme une nation de football. Bon, le Togo aussi est une nation dans d'autres domaines. On a beaucoup d'autres spécialités. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est le travail qui paye. Et quand vous êtes un grand footballeur, vous n'êtes pas normalement obligé de vous aligner sur X, Y, mais vous devez faire tout et tout pour vous faire entendre. Il faudrait plutôt essayer d'être au-dessus de la mêlée. C'est ce qui explique aussi le fait que Pelé, à un moment, s'est retiré carrément de la politique. Et plus encore, on l'a vu aussi dans les couloirs des Nations Unies en tant qu'ambassadeur. On l'a vu à la FIFA également. FIFA, au niveau de l'UNESCO, ainsi de suite. Donc, c'est important qu'on puisse comprendre quand on est jeune que seul le travail paye et on n'est pas obligé de se prostituer politiquement. Vous pouvez rencontrer le président de la République quand vous êtes un grand footballeur pour lui dire « Monsieur le Président, je préfère ne pas être dans un parti politique, mais que ça ne vous gêne pas. Je ne suis pas contre vous, mais je ne suis pas nécessairement l'un de vos partisans. Mais si j'ai quelque chose à vous dire, je vais vous le dire. Demandez à vos poulains de me laisser tranquille et qu'on ne m'oblige pas à adhérer à tel ou tel parti. Si vous êtes audacieux et vous dites ça à un président de la République, ce président va vous donner le respect jusqu'à ce qu'il ne quitte le pouvoir. Et c'est ce que certains politiciens n'arrivent pas à faire parce qu'ils sont décriés. Mais là aussi, ne confondons pas les choses en Afrique. Ce n'est pas parce que je suis footballeur que je ne peux pas avoir mon parti politique. Ce n'est pas parce que je suis artiste que je ne peux pas avoir mon parti politique. Aux sportifs, mais ils sont des humains aussi. Ils sont des si humains. Pelé n'avait pas été ministre des Sports, il n'aurait pas bien servi
son pays, parce que quel que soit le talent qu'il avait et la renommée internationale qu'il avait, c'était important aussi qu'il mette son cerveau au service de l'évolution de son pays. Il faut servir son pays. Partout besoin se fait. Moi, je prie que, par exemple, un jour, Michel, et toi et moi, et Dominique, Louis, on se retrouve au gouvernement, pourquoi pas, pour pouvoir apporter notre savoir-faire. Vous pensez qu'on a de l'expertise? Mais tous les citoyens ont la possibilité de faire évoluer leur pays. Et le président Fornia Singbe l'a dit, avant lui, Sivanis Olympio et Adema l'avaient dit, le pays a besoin des bras de tous ses fils. Ouais. Et en cela, que tu sois footballeur, artiste, journaliste ou pas, si on a besoin de toi, on a vu au Sénégal, monsieur le chanteur Youssou N'Dour, qui a été ministre de la Culture, qui a apporté aussi sa pierre à la construction de ce pays-là. C'est important de marquer son temps pour que, après votre départ, on dise celui-ci a vécu ici. Comme le disent les Indiens, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Alors cela, Pelé a planté un arbre, il n'a pas vécu inutile. Alors Dominique, on peut retenir également quelque chose du roi Pelé. Il est resté, si on peut le dire, fidèle à son club, FC Santos, on l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, il a fait quelques temps aux États-Unis d'Amérique pour faire la promotion de ce championnat. À l'époque, le Real Madrid, le FC Barcelone et autres, les clubs européens n'étaient pas aussi comme on les voit aujourd'hui, mais il y avait du magot en ce moment. Mais on a senti que le Brésil a protégé son joueur. Protégé ou bien imposé aussi. Hein. Oui. On lui a imposé de ne pas quitter, le pays pour aller jouer ailleurs. Hein. C'est normal et ça a donné des fruits. Vous voyez, comme lui l'a dit ici tout à l'heure, cette façon de rester brésilien jusqu'à la fin de sa vie. Et prouver tout ce talent a fait que quand aujourd'hui même on met entre un joueur brésilien et un meilleur joueur togolais ici, même qui a du talent, le fait que le joueur apporte le nom brésilien, qui vient du Brésil, ça sonne déjà dans le recruteur que mais il serait plus meilleur. C'est déjà un joueur. Mais Adebayor Cheyi est mieux connu que beaucoup de Brésiliens aussi, il ne faut pas se tromper. C'est pour qu'il a apporté quelque chose d'important à son pays. Il est resté fidèle, donc comme l'a décrit aussi le doyen, après le foot, il revient aux affaires pour gérer. Donc il a bien fait tout ce qui est sa carrière et tout. Donc, son carrière, pardon, et ça fait que aujourd'hui son image est planétaire et c'est vraiment un dieu de foot qui a disparu. Allez, on va quitter Sao Paulo pour Bamako au Mali chez nos frères. Le procès des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet dernier a débuté ce jeudi 29 décembre. La justice malienne les accuse d'être des mercenaires. Alors, doyen, on vous retrouve ce procès. Qu'est-ce qu'il va véritablement changer aux démarches de ces derniers temps? On a vu des démarches diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et puis le Mali, portées surtout par la diplomatie togolaise. Si je dis que c'est un procès inutile, les Maliens vont se fâcher contre moi. Mais je vais dire plutôt que ce n'est pas un procès inutile, mais c'est un procès de formalisme. Nous sommes en politique. Vous savez, comme l'a rappelé le président du Mali, Assimi Goïta, il y a la séparation des pouvoirs. Ouais. Donc nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ouais. Donc c'est à la justice de faire son travail d'abord. Parce que vous savez que les militaires ont été déposés. Et donc, quel que soit votre pouvoir, le président de la République ne peut pas dire, bon, écoutez, sortez-les et puis on va les sortir. Alors, il faut passer par là. Même quand il y a une grâce présidentielle, il y a des normes qu'il faut suivre au niveau de la justice. Le président de la République, lui, peut signer la grâce présidentielle, mais avant d'être libéré, les accusés ou les inculpés passent devant le juge qui dit, suite à la grâce présidentielle, vous aviez été accusé de ceci, mais vous êtes libre, et voici. Et donc, c'est ce qui se fait. Est-ce que les militaires seront libérés? Ils doivent être libérés. Ils seront libérés dans les heures ou jours à venir. Ça, c'est sûr. On peut être sûr. On ne peut pas affirmer d'ici le premier?
Bon, au moment où on rentrait dans ce studio pour faire cette émission, nous n'avions pas les dernières informations. Mais ce qui est sûr, suivant ce qu'il y a eu comme négociation, si ces militaires passent devant la justice, après maintenant, ils devraient avoir une libération. Alors, comment ça se passe? Ils ont été écroués. Si on arrive à les sortir sans aucune forme de procès, comme on le dit en français, ce serait comme si on a marché sur le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. Et donc, c'est à cela. En même temps aussi, ça devrait calmer les esprits au niveau du Mali. Parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont convaincus que ces militaires étaient des mercenaires et qu'il fallait effectivement les juger suivant les lois du Mali et les lois internationales. Mais jusqu'à présent, c'est un dialogue de sourds sur la réelle mission de ces militaires. Que ce soit au niveau de l'ONU où il y a eu cafouillage, parce qu'on se souvient que l'ONU avait dit au début qu'elle ne reconnaissait pas ces militaires comme étant en mission. Après, le patron de l'ONU a parlé. Après, le patron, le secrétaire général de l'ONU dit c'est faux. Et nous les reconnaissons. Ils étaient en mission. Alors, même chose au niveau de plusieurs autres ambassades en place au Mali. On a hésité avant de dire oui, c'est vrai, ils étaient en mission. Ce qui est normal aujourd'hui, c'est qu'au nom de la paix, de l'entente, et au nom du panafricanisme et de l'unité africaine, il faudrait qu'on essaie, par des négociations en cours, de trouver une solution pour que ces militaires regagnent la Côte d'Ivoire. Le Togo s'est engagé à faire cette médiation au nom de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies. Le Togo le fait avec brio. Le Togo fait bien son boulot. Maintenant, je l'ai dit la dernière fois directement à certains Maliens avec qui j'ai discuté, il faudrait quand même montrer qu'on respecte un peu la médiation du Togo parce qu'on ne peut pas être en guerre avec tout le monde au niveau de la sous-région. Demain, on aura toujours besoin d'un pays quand même pour porter vos voix. On attend que dans les jours ou heures à venir, que ces militaires soient libérés après ce passage devant le juge. C'est important. Alors, Louis Kamako, c'est la première fois que je vous reçois depuis cette visite, la visite de la délégation ivoirienne à Bamako, visite à la tête, délégation plutôt à la tête de laquelle on a le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Alors, comment vous avez... Frère du président. Oui, petit frère du président de la République, Alassane Mais ministre d'abord. Mais ministre d'abord. Alors, comment vous avez vu cette visite et tout ce qui a entouré cette visite? Non, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que à l'issue ou bien au cours des discussions entre Assimi Goïta et la délégation ivoiro-togolaise qui a justement rencontré le gouvernement de la transition, il y a eu signature d'un mémorandum, un mémorandum dont personne ne maîtrise le contenu. Parce que les choses ont été faites à huis clos. À l'arrivée, on a su qu'il y a justement ce mémorandum-là qui a été signé sous l'égide en fait, du diplomate togolais Robert Doucet qui portait un message du président togolais Faure Gnassingbé aux deux antagonistes. Donc je crois que le procès en soi, le procès dont parle le doyen parle d'un procès de formalisme. Moi je pense que c'est un procès de droit. Ce procès-là justement fait suite à la signature de ce mémorandum-là. Ça veut dire que chaque jour que Dieu passe, nous allons découvrir par nous-mêmes le contenu de ce mémorandum. Est-ce que vous voyez? Donc je me dis qu'aujourd'hui, si on est arrivé... Dans ce mémorandum, on a sans doute le procès. Voilà, justement, ça veut dire que dans ce mémorandum, il y a sans doute le procès. Après le procès, on sait à peu près, pour ceux qui savent lire entre les lignes... Le procès faisait partie déjà des exigences du Mali. Justement. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir accélérer les choses pour qu'on aille au procès et voir la suite. Donc, c'est pour ça que je dis que aujourd'hui, pour ceux qui savent lire entre les lignes, ils savent déjà ce qui va se passer après le procès.
parce que Abdoulaye Maïga l'a dit, qu'elle était devant la tribu des Nations Unies. L'ancien Premier ministre. Voilà, ces mercenaires-là, vous savez, on les appelle mercenaires parce que ce sont des troupes étrangères qui ont pénétré le sol malien sans l'autorisation, sans avoir prévenu en fait justement les autorités maliennes. Mais nous, on ne peut pas les appeler. C'est pour cela qu'on les appelle des mercenaires. Le thème n'est pas usurpé selon moi. Pas d'accord sur ça. Le thème n'est pas usurpé selon moi. Et aujourd'hui, quand vous voyez la liste des accusés, vous allez vous rendre compte que le plus jeune, justement, qui est un Bakayoko Ladi Mohamed, il est né le 26 mai 1997 à Dayouala. Daloa, c'est un village de la Côte d'Ivoire. Et le plus âgé, Soro Noa Doulavé, il est né le 21 février 1977 à Korogo. Donc, tous les 49 sont être né quelque part de nationalité, ils sont tous de nationalité ivoirienne. Donc, aujourd'hui, c'est établi que ce sont des militaires ivoiriens. Donc, le thème dont nous avons fait usage jusqu'à ce moment n'est pas usurpé. Les 49 militaires mercenaires, les 49 militaires sont tous des Ivoiriens. Non, tu ne peux pas dire ça. Bon, Ivoirien peut-être compte tenu de ce que vous dites, là où ils sont compte tenu du document que la justice malienne nous a présenté. Vous sommes journalistes, puisque la Côte d'Ivoire, jusqu'alors, même les journalistes ivoiriens ne reconnaissent pas cela. Comment vous pensez que les journalistes reconnaissent là quand on sait que le terme mercenaire en soi est péjoratif? Quand vous traitez de mercenaire, ça veut dire que vous êtes dans le mauvais rôle. Mais donc vous contredisez. Non, mais je ne me contredis pas. Le terme mercenaire est utilisé par les Maliens pour qualifier ces militaires. Non, mais nous, je me dis que c'est le terme qui convient. Michel, est-ce que vous non, mais comprenez-moi, je me dis le terme mercenaire, c'est le terme qui convient dans ce cas de figure. Selon toi. Selon la définition. Non. Selon la définition qu'on nous donne, ou bien selon la définition que nous savons. Il y a les militaires, les soldats de paix et les mercenaires. Les soldats de paix ne sont pas des mercenaires. Maintenant, si vous voulez qu'on remonte à l'origine, en fait, de cette crise-là, de cette affaire, on va y aller. Parce que ce sont des gens qui sont entrés sur le sol malien sans l'autorisation. Suivant le Mali. Pardon? Suivant le Mali. Non, suivant le Mali. Parce que suivant la Côte d'Ivoire, ils avaient les 49 militaires ont pénétré le sol malien sans l'autorisation des autorités maliennes, en fait. Parce que les deux parties, ils sont des mercenaires. Aujourd'hui, on ne sont pas là. Ils ne sont pas allés au Mali. Consensus. Lui. Moi, l'essentiel pour nous, c'est que ces Africains soient libérés. C'est deux pays frères. C'est le moins qu'on puisse leur souhaiter, en fait, qu'ils recouvrent leur liberté. Que ces 49 militaires recouvrent leur liberté. Mais avant que la liberté ne soit rendue, il faut que la vérité jaillisse. La vérité, aujourd'hui, c'est qu'on veut savoir, justement, quel était le rôle là, quelle était la mission principale assignée à ces 49 militaires. Le doyen l'a dit tout à l'heure qu'au début, l'ONU n'a pas reconnu ces corps habillés. Ça veut dire que ça pose problème d'abord. Mais après, l'ONU a reconnu. On peut se tromper. Bon, ce sont juste des analyses. Comment est-ce qu'on peut se tromper de la sorte? Je te dis, tu te lèves un matin, et peut-être tu es un garçon, et puis à un moment donné, au prime abord, tu dis, c'est pas mon garçon. Non, du jour au lendemain, c'est pas la même chose. Non, mais si vous prend l'ONU, l'ONU a la liste de l'ONU. L'ONU a la liste complète et la liste exhaustive de tous les militaires qui interviennent au Mali. L'ONU a la liste complète de l'aménagement. Donc l'ONU ne peut pas au prime abord dire qu'elle ne reconnaît pas justement ces militaires. Donc pour vous aussi, ce sont du jour au lendemain, elle fait de la pirouette pour dire qu'en réalité, ce sont ces éléments. Donc ça pose déjà problème. Ça veut dire que le dossier, même au départ, il est vicié. Il est vicié par la communauté internationale et par même Alassane Ouattara qui, justement, à un moment donné, qui au début de cette crise-là, était à l'aide de contradiction en contradiction. Donc c'est pour ça je dis que c'est pour ça je dis que c'est pour ça c'est pour ça Michel je vous dis que le procès vous avez dit ça, ce que vous avez dit, c'est très important. Le procès droit dans ses bottes. Non, le Mali dit que ce sont des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit que ce sont des missionnaires. On revient, on va écouter notre ami. Oui, donc on parle des deux positions, justement. L'essentiel aujourd'hui, c'est le procès. Ce procès, comme lui l'a dit tout à l'heure, c'est un procès de droit. Que des volontés sont affichées pour libérer
ces Africains, ces Ivoiriens? Moi, avec toutes ces spéculations autour de ces militaires ivoiriens sur le sol malien, en fait, la question est de savoir est-ce que on peut les libérer ou pas. Bon, disons-nous la vérité. Assimi Goïta, je ne sais pas, des fois, avant d'arriver là, des fois les gens pensent qu'on est contre le président Goïta. Non, pas du tout. Nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Moi, j'ai fait des analyses sur des émotions, bien des sentiments. Non, je n'ai jamais dit que vous êtes contre Assimi Goïta. Mais, en fait, quelle est la case qui brûle actuellement? C'est le Mali. Mais si on peut tout dire autour toutes les spéculations autour de ces 46 militaires qu'on a libérés, il 46. Mais c'est 49, on a libéré les 3. Militaires, la Côte d'Ivoire est militairement sur le sol malien ou pas? Depuis, on parle du 5e contingent, si je ne me trompe pas. La Côte d'Ivoire intervient au Mali sous le chapeau de la MINUSMA. Mais dans cette case qui brûle, comme vous l'avez dit, voilà, on peut toujours envoyer des gens pour déstabiliser la case. Attendez. Comprenons-nous. Ça peut arriver aujourd'hui. Arrêtons. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous sommes dans les analyses. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment une preuve palpable sur ces personnes-là. On se demande, on revient à la case de débat. Pourquoi les soldats, ils devraient arriver au Mali? Peut-être la Côte d'Ivoire dit, les soldats devraient y arriver parce qu'il y a un contingent ivoirien au Mali qui intervient dans cette mission. Mais si Assimi Goïta reconnaît qu'il y a des militaires ivoiriens qui arrivaient parfois sur son sol, et cette fois-ci, il y a un contingent qui est arrivé. Et on parle de... Lourdement armé, voilà. dit-on. Et on parle de la non-formalisation pour que ce contingent atterrisse. Mais il faut revenir au cadre de départ pour voir si est-ce que les militaires ivoiriens arrivaient au Mali ou pas. Mais le problème des 43 militaires n'est pas là. C'est 46. 46 militaires. C'était 49. Ce n'est pas la présence des militaires qui dérange Assimi Goïta. C'est quoi? C'est le rapport tendu. C'est le rapport tendu entre le président Ouattara qui a été franche avec son putsch. C'est tout. C'est régler un compte à un président qui a voulu défendre... On dit qu'il a soutenu les sanctions contre le Mali. Ce que le président nigérien Bazoum a démenti plus tard, il dit que le président a toujours bien parlé du Mali. Je pense que Assimi Goïta est en train de perdre de vue la réalité. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Il ne doit pas aller à côté de ce qui lui a poussé. À quel niveau? Il ne doit pas aller à côté de ce qui lui a poussé à faire son coup d'État. Nous l'attendions pour voir pourquoi. C'est pour la sécurité, justement. Et il doit avoir un œil regardant, justement, sur la sécurité. Parce que pour lui, les gens sont venus pour le déstabiliser. Oui, s'il a un chantier, il a un projet sécuritaire pour le Mali, qu'il a sur ce chantier-là. La Côte d'Ivoire était au Mali depuis avec ses contingents, mais il n'y a pas eu de soucis. Ce n'est pas lui qui va arriver aujourd'hui. Il trouve qu'un contingent qui s'est posé sur son sol et traité des mercenaires. Oui, s'il y en a, mais avec toutes les médiations, avant de revenir sur le procès, toute la médiation togolaise, du Togo. Sincèrement, moi j'aurais, même si l'extradition aussi voulue par le Mali. Même si on voulait que ces militaires que Assimi Goïta qualifie de mercenaires soient vraiment des mercenaires, avec la médiation togolaise, Assimi Goïta aurait fait du mal à la Côte d'Ivoire s'il libérait plus tôt ces militaires avec cette médiation que le président de la République togolaise s'est porté garant à le lui voir et lui prodiguer des conseils pour les libérer. Mais le fait de tenir tête, c'est pour démontrer... Libérer est important, mais la justice aussi doit faire son travail. Non, vous voyez ce qui est en train de faire aujourd'hui. Le président a joué un bon rôle, ça ne veut pas dire qu'on va les libérer. La semaine passée, je vous avais dit ici que Assimi Goïta va jouer sur cette rencontre qui se sont retrouvés, essayer de faire du temps pour que l'ultimatum de la CEDEAO puisse passer. Vous avez demandé au doyen tout de suite si d'ici le 1er janvier, les militaires ivoiriens seront libérés ou pas. Le 1er janvier, c'est dans quelques heures. C'est demain, après-demain. Mais vous pensez, en attendant qu'on ait les conclusions de ce procès, je vous dis que
Assimi Goïta veut dire à la communauté africaine qu'il est le Messie, qu'il n'écoute personne. Il devient, c'est un militaire qui est venu avec tous les barrages. Quand il regarde c'est aussi un empereur. Donc voilà, il veut prendre le dessus, emmerder toute la communauté, que lui, il est là, c'est lui et c'est personne. D'autres, sinon, il fallait, même quelles que soient les conséquences, les causes et tout ça, avec une médiation telle que le Togo l'a amené, ces 43 militaires seraient libérés. On ne devait pas arriver à des ultimatums de la CEDEAO et tout. Aujourd'hui, si, même après ce procès, Assimi Goïta libère les 43 militaires, il ne serait plus valeureux, comme si il les avait libérés plus tôt avec la médiation togolaise. Et ça, c'est l'avis de Dominique Lacmont. Oui, il a dit le président Assimi Goïta a fait ça, mais on a vu des volontés affichées depuis cette rencontre à Bamako, où il y avait la délégation ivoirienne et puis le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet. Les choses ont évolué. Les choses ont beaucoup évolué. Mais je voudrais faire une mise au point. En fait, nous, on n'a pas à prendre parti par rapport à qui que ce soit dans cette affaire du Mali. Parce qu'on ne connaît pas la vérité pour le moment. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de vérité. On s'en tient aux versions des pays. On s'en tient aux versions des pays. Et donc, il y a eu un cafouillage. Moi, je l'avais dit. Alors, doyen, juste une précision. Hier nuit, j'étais là quand un confrère m'a envoyé un test. Il dit les mercenaires de Ouattara seront jugés ce jour. Je lui ai dit que c'est un titre, activiste. On met de l'huile au feu parce que justement, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Chaque pays a besoin de la communauté internationale, que vous le vouliez ou pas. Pourquoi quand il y a un nouveau président, on cherche à inviter d'autres présidents pour venir à l'investiture? C'est parce que vous ne pouvez plus vivre seul. On est dans un monde où on a besoin l'un de l'autre. Par rapport à la sphère des militaires, vous savez, qu'on ne nous trompe pas, aucun contingent militaire ne quitte un pays sans les mains vides pour faire la paix. Pour aller, c'est vous-même, vous y allez d'abord avec le régiment. Je me demande s'il n'y avait pas cafouillage même, parce qu'à l'époque, on avait l'impression que le Mali ne maîtrisait pas voilà, le contour de ce qui se faisait. Et ça étonne parce que le président Assimi Goïta lui-même est un militaire. Et s'il a servi dans d'autres pays, il sait comment ça se passe. Le Togo sert dans beaucoup de pays. Vous pensez qu'on descend comme ça seulement avec les pantalons des militaires? Non, on a quand même nos moyens. Mais sur place, l'ONU y ajoute d'autres moyens. Chaque pays, seulement, c'est signalé. Le problème qu'il y a eu, c'est ce que j'appelle cafouillage au niveau des Nations Unies. Parce qu'en réalité, vous voyez des mercenaires descendre à l'aéroport bonnement, comme des touristes, facilement, des militaires qui sont venus déstabiliser un pays, qui descendent à l'aéroport. Les gens établissent une certaine complicité. Ça n'a pas de sens. Si les militaires descendent comme ça, ça veut dire qu'il y a une complicité à l'aéroport, il y a une complicité dans l'ordre de l'armée. Même dans la sûreté même du Mali. Pas possible. Il y aurait des têtes même au Mali. Est-ce qu'il y a eu une tentative de coup d'État depuis l'armée malienne pour qu'on autorise l'arrivée de ces, entre guillemets, mercenaires? La question reste encore discutable. Mais aujourd'hui, le tort, c'est plutôt à l'ONU. L'ONU qui dit la première fois, oui, on ne sait pas qu'ils arrivent. Et puis après, en seconde partie, le secrétaire général qui est le patron. Alors, il peut y avoir des coups de fil aussi. Il peut y avoir des coups de fil pour changer. Je refuse. Je ne juge pas les gens, mais... Kofi Annan, quand il était secrétaire général des Nations Unies, avait eu à faire face à l'affaire d'Irak. Et dans l'une de ses révélations, il dit, à un moment, je me demande, pourquoi on veut nous faire porter le chapeau? Alors, j'ai instruit pour qu'il y ait une mission. Mais les mêmes personnes ont agi pour que la mission ne se tienne pas. Mais le problème, c'est que c'est l'ONU qui va en récolter les fruits ou bien qui va porter le chapeau. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a eu des militaires
Ivoiriens. Mais les histoires de nationalité, moi, je m'en fous de tout ça là. Ce sont des Africains. La vous me permettez, on va marquer la pause pour le journal. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a une solution. Oui, la solution s'impose. On va revenir avec ce sujet du Mali juste après le journal.